Bien voilà, c'est parti pour ce ZCL de ce lundi 27 mars, dernière semaine du mois. On va entrer en avril la semaine prochaine. Et aujourd'hui, dans un instant, on va recevoir Madame Nathalie Guetta. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je raconte? Je vais recevoir, ils m'ont pas mis mon conducteur. Marilyn Je n'ai Guerra. pas le conducteur. Madame Durapin sera avec nous de toute manière. Ensuite, on aura ce débat avec Iman, Nathalie, Livia, enfin, on va en parler sur la femme potomitan. Quelle est son origine et faut-il se battre contre le concept de femme potomitan? Marilyn Durapin sera avec nous, elle est déjà là. Elle est pour la chronique du Conseil général et avec elle on parlera justement de la MIGE. Elle va nous expliquer ce que c'est. Sinon, l'actualité, c'est la journée porte ouverte des métiers de l'aérien au lycée Coiffin. Olivier Moradel était sur place. La conférence Défi de l'Atlantique, c'était ce matin avec Charlie Dagonia, ça se passait au Yacht Club. Mornalo à vélo, sorti en vélo électrique avec l'association Tonic Club. Loane Duhamel était sur place. Et puis, on parlera du 60e, la 60e édition du Trophy, du Run Trophy. Et si on a le temps, je dis bien si on a le temps, on a fait un petit tour du côté de la foire qui a eu lieu au BIC. Je vous remercie d'être avec nous. Nous serons avec vous jusqu'à 14 heures. On va parler effectivement de choses qui vous intéressent puisque les femmes auront un rôle très important aujourd'hui. La première personne que je reçois, c'est une femme, Madame Virapin. Et ensuite, on va recevoir 3 autres femmes conduites par notre coach du lundi. Je parlais de Iman puisqu'il y aura Nathalie, Livia et Iman. Avec elle, on va parler de la femme potomitan. J'ai bien envie quand même de poser la question à Madame Virapin. Femme potomitan, ça vous dit quoi? Femme potomitan, c'est effectivement un statut qu'on a donné pendant quelques années aux femmes en Guadeloupe et dans les Antilles. Cependant, j'aime plus le concept de femme roscaïenne. Cette femme roscaïenne qui est à la fois une femme fleur, mais une femme fleur qui a... qui a différents aspects, qui représentent plusieurs choses. La femme potomitan, pour moi, c'est la femme où il y a tout sur ses épaules. Et en fait, moi, je suis contre le concept d'altérité entre l'homme et la femme. Donc, vous n'avez jamais été femme potomitan? J'ai juste été une femme. Femme. Une femme avec, dans ses multiples fonctions en tant que femme, professionnelle, mère de famille, femme engagée, chef d'entreprise. Voilà. Bien, alors, vous êtes là aussi, vous parlez de la MIGE, mission d'information pour la jeunesse. Alors, c'est quoi exactement les fonctions de cette MIGE qui s'adresse aux enfants, enfin aux jeunes de 16 à 25 ans? Alors, la mission jeunesse départementale, dite MIGE pour être plus simple, est un service qui a été créé dans la collectivité pour répondre aux besoins au plus près des jeunes, puisque vous savez que le conseil départemental est chef de file de l'action sociale et donc d'emblée à une mission qui est très liée à tout ce qui concerne le social. Et pour la jeunesse, particulièrement les jeunes protégés, les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Et pour la jeunesse en général, la collectivité a tenu à vraiment mettre en place un service dédié. Et ce service, ça fait 10 ans qu'il existe. Il fait remonter des besoins, il fait remonter les difficultés, les problématiques qui évoluent au fil du temps, au bout de 10 ans. Et en même temps, propose au président et aux élus des solutions pour répondre aux besoins des jeunes. Et comment la MIGE intervient au quotidien, j'ai envie de dire? Alors, au quotidien, on intervient avec un partenariat très fort avec la mission locale. Oui, j'imagine. Voilà, puisque notre service préside la commission d'aide financière, où est attribué avec des fonds du conseil départemental le fonds d'aide aux jeunes. D'accord. Ce fonds d'aide aux jeunes a plusieurs volets. Un volet social, un volet économique et spécifiquement dans les réponses qui doivent être données. Depuis 2019, il y a également ce qu'on appelle le fonds d'aide d'urgence pour les jeunes de plus de 21 ans. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le contrat jeune majeur que j'ai vu à l'écran. Et le contrat jeune majeur, en fait, est une réponse
normalement spécifique pour les jeunes protégés de l'aide sociale à l'enfance. Et la collectivité départementale qui a choisi dans une décision, dans une volonté politique de soutenir les jeunes défavorisés, issus de familles défavorisées ou de familles rencontrant des difficultés financières, pour leur permettre d'aller plus loin, pour leur permettre d'aller au plus près de leurs projets, notamment en études supérieures, propose également aux jeunes qui ne sont donc pas protégés par l'aide sociale à l'enfance de pouvoir leur faire une demande. Et ces jeunes, entre 18 et 21 ans, peuvent bénéficier de ce qu'on appelle un contrat jeune majeur. Alors, il s'agit de jeunes scolarisés ou jeunes non scolarisés? Alors, dans cette situation, pour le contrat jeune majeur, on attend quand même que le jeune ait un projet. Ça peut être un projet de formation, ça peut être une scolarité, mais ça peut être un jeune qui est dans une dynamique, qui n'a pas encore trouvé, mais qui fait preuve d'une grande volonté, puisque le contrat jeune majeur, ce n'est pas seulement un aspect, on va dire, financier, c'est un aspect à la fois éducatif et financier. Voilà. Alors, j'imagine que où nous parlons, il y a des parents qui vous regardent et qui ont des jeunes qui sont soit déscolarisés, soit en quête de formation. Qu'est-ce qu'on peut leur dire concrètement par rapport à ce contrat jeune majeur, par rapport même aux actions de la MIJ? Alors, très concrètement, pour les jeunes qui ne sont pas en formation ou qui sont à la recherche, le plus important, c'est vraiment l'entrée en inscription à la mission locale. Parce que la mission locale, c'est vraiment le partenaire du conseil départemental. La porte d'entrée, c'est la mission locale. Voilà, c'est la mission locale. Et à ce moment-là, véritablement, on peut mettre en place un parcours, puisqu'il existe un parcours qu'on appelle aujourd'hui le PACEA, le parcours d'accompagnement pour les jeunes. Et à ce moment-là, une fois que ce jeune est inscrit, le conseil départemental peut intervenir en matière d'aide financière, en matière d'accompagnement social, puisque maintenant, depuis 1990, création de la mission locale, le conseil départemental est le fondateur de la mission locale en 1990. Donc vous voyez que c'est un partenariat qui date de longue date et qui fonctionne. Alors ça signifie donc, à bien vous écouter, qu'en réalité, la MIJ n'a pas de contact direct avec les jeunes. Ah si, puisque il m'arrive de recevoir des jeunes. Quand même. Ah oui, complètement. Il y a des jeunes qui viennent me voir directement. Donc à ce moment-là, on fait du conseil, de la réorientation, de la mise en contact, puisque je vous disais tout à l'heure que la mission jeunesse départementale est là aussi pour porter des réponses, pour faciliter l'accès aux informations. Et donc nous avons un partenariat très fort, très fort avec des partenaires tels que la DOM. Par exemple, nous avons des partenaires sur la mobilité internationale. Beaucoup de jeunes partent en mobilité internationale. Donc, comme je vous disais, la mission jeunesse, c'est à la fois de la conceptualisation, mais c'est à la fois un outil de vecteur d'information vers les autres partenaires. Donc, effectivement, les jeunes peuvent venir, les parents viennent me voir. Ce matin, avant de venir vous voir, j'ai reçu une maman avec sa fille. Donc, voilà, c'est un service qui est ouvert et je profite de l'occasion, pendant que je suis déjà avec vous, pour donner l'adresse email du service, qui était une adresse email générique. C'est mission MI2SION.jeunesse JEUNE2SE @cg971.fr. Je répète, mission.jeunesse@cg971.fr. Cette adresse générique, quand les usagers vont nous écrire, en réalité, nous sommes 2 à recevoir le mail. C'est une volonté pour que, si l'une n'a pas vu, l'autre réagit. Donc, il y a également ma collaboratrice, qui est Madame Oko, qui travaille avec moi sur cette gestion du contact avec les usagers. Et donc,
quand vous écrivez, vous êtes sûr que vous allez avoir une réponse. Et c'est pour ça que je préfère donner l'adresse de la mission jeunesse plutôt que de donner un numéro de téléphone où il peut y avoir des absences, où on peut ne pas répondre. Voilà. D'accord. Alors, j'avais reçu il y a quelque temps Mme Chaumont-Lamotte de la mission locale. De la mission Qui locale, me disait à Madame peu la près, je crois que directrice. c'est 3 000 à 4 000 jeunes qui avaient été, qui étaient venus à la mission locale et qu'on avait pu dispatcher un peu plus. Ça veut dire que votre action, elle est très large. Ben, nous sommes une mission jeunesse départementale, c'est-à-dire que nous travaillons sur l'ensemble du territoire, à tel point qu'il m'arrive très régulièrement d'aller dans les communes, dans les villes, faire des interventions pour expliquer ce que c'est que la mission jeunesse, pour expliquer ce que fait le conseil départemental, quelle est la volonté du président Losbar, puisque nous avons un président qui aujourd'hui souhaite absolument que l'information aille en proximité et surtout que le service rendu à la population soit de qualité. Donc, ce travail de proximité est, je pense, le plus important pour pouvoir donner les informations, puisque celui qui ignore l'information ne peut pas utiliser et accéder à ça. Donc, nous menons un travail très important sur la communication. Vraiment, la mission jeunesse départementale est un service aujourd'hui au service de la jeunesse, un espace dédié pour développer, pour répondre justement aux publics les plus fragilisés, ceux qui ont besoin d'aide. Oui. Alors, on a 2 types de jeunes quand même. Il y en a certains qui sont jeunes, qui ont entre 16 et 18 ans, qui ne travaillent pas encore, qui n'ont pas encore de projet. Mais quand, par exemple, un jeune, il veut créer son entreprise, créer son emploi, comment la mission intervient? Est-ce que c'est avec la mission locale ou c'est la MIJ ou les deux en même temps? Le travail partenarial, comme on dit, l'union fait la force. Ouais. Donc, en ce qui concerne la création d'entreprises, je vais vous dire, on va plus loin. C'est-à-dire que le conseil départemental, aujourd'hui, a ce qu'on appelle le fonds d'aide aux jeunes, comme je vous disais. Et avec ce fonds d'aide aux jeunes, il y a une partie spécifique pour les créateurs d'entreprises. Et pour vous donner l'exemple de l'importance de travailler ensemble, vendredi 10 mars, nous avons organisé une réunion spéciale, conseil départemental, mission locale et un établissement banquier, pour donner des informations aux jeunes créateurs d'entreprises, spécifiquement. Donc nous avions une quarantaine de jeunes, pas une quarantaine, une vingtaine de jeunes qui étaient là, ils ont pu poser toutes les questions, tant à la collectivité régionale qu'au niveau du conseil départemental et de cet établissement bancaire, parce qu'on se rend bien compte que nous avons des jeunes qui sont pleins de bonne volonté. Il y en a qui sont très courageux même, mais quelquefois, il leur manque. Ils ont un petit plus qui leur manque pour pouvoir aboutir, atteindre, aller jusqu'au bout. Et donc, nous avons décidé, donc les deux collectivités ensemble, puis cet établissement bancaire, de faire des réunions avec la mission locale, mensuelles, pour que véritablement la jeunesse guadeloupéenne comprenne les enjeux de ce que c'est que la gestion financière quand on a une entreprise et les conditions favorables, les aides disponibles pour qu'ils puissent créer leurs entreprises. L'autre aspect, c'est l'aspect pratique. Un jeune qui n'a pas de voiture, qui n'a pas le moyen de se déplacer, je sais pas moi, qui habite Marie-Garnante par exemple, comment ça se passe pour lui? Alors, je suis très heureuse, Monsieur Zandonis, que vous me posiez cette question, puisque étant une Ilienne, de toute façon, dans notre programmation, nous avons prévu également d'aller dans les îles. Donc, ça veut dire que nous irons aux Saintes et nous irons également à Marie-Galante pour organiser une réunion. Pas la Désirade? La Désirade, c'est en fonction des besoins. Parce que, comme je vous dis, je suis une Ilienne. Donc, s'il y a 5 jeunes qui ont des projets de création d'entreprise à la Désirade, nous nous déplacerons pour eux. Puisque l'idée, je vous rappelle que, comme je vous dis, notre président veut que nous soyons dans la proximité avec les Guadeloupéens pour alors leur emmener
les informations et pour que nous soyons près d'eux pour les accompagner. Alors, il y a un dispositif que dans votre pays qui s'appelle le parcours d'accompagnement conceptualisé vers l'emploi et l'autonomie, le PACEA. Comment ce dispositif se met-il en place pour un jeune entre 16 et 25? Alors, en fait, le PACEA, aujourd'hui, c'est le parcours d'accompagnement qui est reconnu par l'État. Oui. Et donc, c'est la mission locale qui le met en place. D'accord. Le conseil départemental, lui, met en place des dispositifs complémentaires à ce PACEA. Je vous donne un exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure du contrat jeune majeur Oui. pour les 18-21 ans. Et pendant de longues années, comme je vous dis, hein, c'est une volonté politique de permettre aux jeunes entre 18 et 21 ans, non protégés par l'aide sociale à l'enfance, Oui. d'accéder à ce contrat jeune majeur, 18-21 ans. Nous avons été plus loin, le conseil départemental a été plus loin, en créant pour les 21-25 ans, donc les jeunes qui poursuivent encore leurs études, qui ont des projets, a mis en place ce qu'on appelle l'aide d'urgence pour les plus de 21 ans depuis 2019. Donc depuis 2019, des enfants de familles en difficulté, défavorisés, ayant des situations sociales un peu tendues et financières un peu tendues, peuvent aujourd'hui se dire, bon, j'ai 18 ans, je sais que dans ma famille, c'est pas top financièrement et socialement, mais je peux me projeter dans un vrai projet d'études et de formation. Donc, entre 18 et 21 ans, il va faire une demande de contrat jeune majeur. Entre 21 et 25 ans, il pourra faire annuellement une demande d'aide d'urgence vers l'autonomie. Et en plus de ça, nous avons le service des étudiants où les jeunes peuvent faire un prêt. Donc, il y a le prêt départemental, il y a le prêt complémentaire à la bourse nationale, ce qui veut dire qu'un jeune où les parents, ils ne sont pas en grande difficulté, mais c'est un peu juste. Donc, le jeune a eu la bourse, mais le montant n'est pas très élevé. Oui. Le jeune peut à ce moment-là faire une demande de prêt complémentaire à la bourse nationale auprès du conseil départemental. Oui. Alors, un autre dispositif qui me paraît intéressant, c'est l'appartement relais. Exactement. Alors, malheureusement, l'État ne donne plus d'agrément pour les appartements relais. Donc, le conseil départemental, depuis maintenant plus de 10 ans, soutient la mission locale pour la gestion de 3 appartements relais, ce qui permet d'accueillir une quinzaine de jeunes. Et c'est pas de trop, puisqu'on sait très bien que la problématique de beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est le logement. Donc les jeunes sont accueillis, donc ces appartements relais sont gérés par la mission locale. Les jeunes ont une évaluation avant d'entrer pour voir est-ce ils peuvent vivre en colocation. Oui. Parce que la colocation, c'est quand même des règles particulières. Oui, bien sûr. Et en fonction de leur situation sociale, de leur objectif de formation, ils sont accueillis et accompagnés dans ces appartements. Oui. Et vous l'avez dit, il y a des dispositifs particuliers, le fonds de secours d'urgence. Le fonds d'aide aux jeunes. Oui. Le fonds d'aide aux jeunes, qui est une aide. C'est pour ça que je disais, les jeunes qui ne sont pas en formation, qui ne sont pas scolarisés, il faut absolument qu'ils soient inscrits à la mission locale. Parce qu'à un moment ou un autre, il faut qu'ils aient un statut pour qu'on puisse pouvoir utiliser tous les dispositifs qui existent pour les aider. Oui. Et il y a un dispositif, l'autre jour on en parlait beaucoup, puisque dans une commune on fêtait le premier anniversaire sur le service civique. Oui, alors pour le service civique, c'est effectivement mon service qui s'occupe du partenariat avec... Alors, le service civique, en fait, c'est très particulier dans le cadre du conseil départemental, puisque, mais je reviendrai, mais je vous le dis d'ores et déjà, en fait, pour une émission spéciale, le service civique, aujourd'hui, le conseil départemental soutient les associations qui veulent accueillir un jeune en service civique. C'est-à-dire que normalement, une association qui accueille un jeune a ce qu'on appelle l'indemnité de subsistance à verser aux jeunes.
Donc, ça veut dire qu'il y a un investissement financier pour l'association. Aujourd'hui, le conseil départemental, depuis 2017, accompagne l'ensemble des associations qui le demandent. Donc, ça veut dire, c'est toute thématique. Hein. Ça va du sportif au culturel, en passant par le social. Toute association qui le demande pour l'accueil d'un jeune. Le conseil départemental va prendre en charge, pendant les 8 mois, la participation financière de l'association. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Il n'y a pas un montant particulier, c'est en fonction de... Non, de toute façon, vous savez, le service civique est un cadre légal. Oui. Donc, le montant de l'indemnité est très précise. Elle est de 111 euros 75 ou 58. C'est ce que toute personne qui accueille un jeune en service civique doit verser. D'accord. C'est obligatoire. Sauf que ici, la collectivité départementale a choisi de soutenir la société civile en accompagnant l'ensemble des associations. Donc, même chose, même adresse, mission.jeunesse@cg971.fr. L'association nous écrit, on lui envoie tous les documents, on a toute une liste de documents qu'on envoie. La personne a cette liste de documents et ensuite, ce qui est très important, et c'est là où le partenariat est fort avec la mission locale, c'est qu'en fait, sachant que nous sommes avec des associations, nous ne sommes pas avec des professionnels, ce sont des gens qui sont investis dans la société civile. Le président du conseil départemental a choisi que ces associations qui accueillent des jeunes soient accompagnées par des professionnels qui, eux, connaissent. Donc, du coup, le conseil départemental a signé une convention avec la mission locale spécialement pour le service civique et a la responsabilité d'accompagner l'association qui veut accueillir administrativement, donc l'association n'a rien à faire, mais accompagne également le jeune qui est en service civique pour la préparation de son projet après sa mission, pour la formalisation de son projet professionnel. C'est vraiment le travail de la mission locale. Le travail de l'association va être, j'accueille ce jeune, je l'accueille dans de belles conditions pour qu'il soit heureux d'être là, heureux d'apprendre des choses. Alors, je vous avoue que quelquefois, ce n'est pas toujours simple pour les tuteurs dans les associations, parce que nous avons été jeunes et nous savons très bien que ce n'est pas toujours évident. Oui, d'ailleurs, j'en sais quelque chose. Je profite de l'occasion pour dire que nous avons quand même, sur 4 campagnes, la 4e campagne, nous la démarrons maintenant, nous avons permis quand même à plus de 100 jeunes d'être en service civique. Et c'est plus de 300 associations qui ont été accompagnées sur ça. Et vraiment... comme je vous le disais, notre président est un président qui est très attentif à la qualité. Nous savons que beaucoup de jeunes se plaignent que quand ils sont en service civique, quelquefois, c'est de l'emploi détourné. Et notre président est très formel là-dessus. Une grande attention pour que la mission de service civique ne soit pas un emploi détourné, mais une véritable immersion en milieu professionnel pour donner de l'élan aux jeunes. Et donc, on a un énorme travail de contrôle avec la mission locale dans l'accueil des jeunes. Alors, on va s'arrêter là, mais je pense qu'il va falloir peut-être que vous reveniez. Mais il faut Je vais revenir. 2 petits mots quand même sur le CLUD, c'est-à-dire le comité de lutte contre le décrochage scolaire. C'est oui. important. Oui, c'est très important parce que je trouve que ce CLUDES, le comité de lutte contre le décrochage scolaire, c'est le résultat d'un long travail partenarial pour permettre justement aux jeunes qui étaient en service civique, mais qui sont des jeunes en décrochage scolaire, pour qu'une fois qu'ils ont fini leur mission de service civique, que véritablement il y ait de véritables propositions pour qu'il n'y ait pas de rupture dans leur parcours d'inclusion sociale et professionnelle, mais que justement, ils sont déjà fragilisés avec un décrochage scolaire, qu'on aille plus loin avec eux. Donc nous avons le rectorat avec nous, nous avons la DRAGES, qui est la nouvelle DGSCS, associée au rectorat. Nous avons un certain nombre de partenaires, la mission locale, nous avons un certain nombre de partenaires qui travaillent avec nous
très régulièrement et nous nous rencontrons très régulièrement. Voilà, on attend de jeunes. Qu'est-ce que la mission locale qui suit nos jeunes ont prévu pour eux? On est vraiment, comme je vous disais, sur une qualité du service rendu, une qualité sur l'accompagnement de jeunes. Et c'est vraiment, en tout cas pour la collectivité départementale, cette mission jeunesse, c'est ça sa mission. C'est faire en sorte que pour la jeunesse guadeloupéenne, entre 16 et 25 ans, il y ait un service de qualité et un service qui va centraliser, en fait, tout ce qui est dispositif du conseil départemental et tout ce qui est connaissance de ce qui existe autour pour répondre aux besoins des jeunes. Bien, Madame Burapin, je pense qu'on a fait un tout, pas encore tout à fait complet, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur la mission jeunesse départementale, la MIJ, comme on l'appelle. La MIJ. On va vous recevoir quand vous voudrez pour aller encore plus au fond de toutes ces questions. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une véritable volonté de la part de la collectivité de prendre en charge les jeunes de 16 à 25 ans. Et ça, c'est important parce que, vous le savez très bien, c'est chez ces jeunes-là que le nombre de chômeurs est le plus important. Plus de 25% des jeunes de 25 ans et plus sont au chômage. Donc, si cette MIJ peut permettre de raréfier un petit peu, de porter un début de solution, ce ne serait pas une mauvaise chose. De porter des réponses. Bien. Donc, je voudrais simplement dire à tous ceux qui nous regardent ce midi de ne surtout pas hésiter, même si vous auriez un doute en vous disant mais non, mais à pas bon service là ou à pas bon monde là, au contraire, écrivez-nous. Nous allons nous faire un réel plaisir de vous orienter ou de vous réorienter ou de vous répondre sur la question que vous posez. Sur les besoins. Sur les besoins. De toute façon, ces chiffres INSEE qui sont terribles et qui disent 25% de notre population quand même en difficulté, il y avait déjà une dynamique au niveau du président Losbar et des élus. Ça n'a fait que renforcer cette volonté politique de répondre aux besoins des jeunes. Je vous remercie. À très bientôt. Il est presque 13h. C'est l'heure de faire un petit tour dans l'actualité. La journée porte ouverte des métiers de l'aérien. C'était vendredi dernier au lycée Charles Coueffin. Et donc, il y a une véritable démonstration pour les jeunes qui sont intéressés par l'aérien. Ça demande aussi. Et c'était devant la caméra de Olivier Moradel. On regarde. Franchement, ce matin, je suis contente pour une deuxième édition. C'est vrai, c'est la première fois que je participe, mais je suis fière de voir que c'est un groupe de Guadeloupéens qui ont pris cette initiative en partenariat avec le lycée Charles Coueffin pour mettre en place des formations parce qu'aujourd'hui, on constate que nos jeunes, ils sont demandeurs. Et je peux vous dire qu'en Guadeloupe, il y a des pépites et cette journée, ce sera peut-être, je dirais, le moment clé pour que ces jeunes puissent vraiment prendre une décision définitive accompagnés justement de leurs parents. Nous avons décidé de mettre en commun nos connaissances, nos compétences pour pouvoir justement présenter et faire connaître au grand public et aux jeunes aussi tous les métiers qui existent dans l'aérien. Dans l'aéronautique, on va avoir le métier de pilote, de contrôleur aérien, on va avoir tout ce qui est maintenance aéronautique. Donc des métiers accessibles aux hommes comme aux femmes, on ne fait pas de différence. Il suffit juste de vouloir, d'avoir envie, d'être motivé et de venir nous rencontrer. C'est vrai que parler avec les personnels navigants, etc., ça a permis de plus m'éclairer sur mon orientation. Donc ça aide beaucoup. Moi j'aimerais bien faire pilote de ligne. Après c'est vrai que de ce que j'ai vu, la marine, ça commence un peu à m'intéresser et aussi l'armée de l'air. Donc, voilà. La région n'hésite pas d'accompagner ces jeunes au niveau de la formation professionnelle parce que la preuve en est, nous avons accompagné quand même 22 parcours pour l'année 2021-2022 à hauteur de 10 000 € par année et par stagiaire. Donc je dis que la région a sa part aussi tout à fait dans cette formation aux côtés des jeunes. Les métiers en général sont ouverts de 16 à 30 ans, que vous ayez le bac ou même un brevet ou même pas de diplôme. Tant que vous êtes motivé, nous, il n'y a pas de souci, on vous embauchera. Voilà, il est déjà 13h. On prend la pause, on se retrouve tout à l'heure avec notre ami
oui, Iman, qui sera là avec deux autres femmes, Livia et Nathalie. Nathalie qu'on a reçue la semaine dernière. La double casquette, cette fois-ci, c'est la coach qui viendra. On parle des femmes poteau-mi-temps. Poteau-mi-temps, ça, quand ça y est, poteau-mi-temps, la version mi-temps en case. C'est dans le système vaudou que ça vient de là et on a appris pendant l'esclavage. Enfin, on va en parler tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, il est déjà 13h02 et nous sommes avec, bien sûr, Iman. Bonjour Dani. Bonjour à tous. On va parler dans un instant de la femme poteau-mi-temps. Oui, avec deux invités de marque. Deux invités, présentez-les. Donc Nathalie Babourage d'Oklahoma, plus précisément, qui est coach et écoféministe. On va parler de la femme poteau-mi-temps aussi avec Livia Quero, qui est coach en sexualité, écrivaine. Coach en quoi? En sexualité. En sexualité? Eh oui. Bon, intéressant. Bon, Donc, on y c'est déjà passionnant qui arrive. On y revient dans un instant. Voilà, on part tout de suite dans l'actualité. Puisque l'actualité, il y avait ce matin une conférence de presse, puisqu'il va y avoir une manifestation. J'ai envie de dire marine encore, puisque une conférence de presse pour le défi atlantique, c'était ce matin au Yacht Club. Charlie Dagonia était sur place, on regarde. Ce défi atlantique, déjà, c'est bien pour montrer tout le potentiel qu'a la Guadeloupe en matière d'économie bleue, de croissance bleue. C'est l'unique course transatlantique au départ du nid de la Caraïbe. Mais je veux dire que ce n'est pas qu'une course. C'est bien mettre en valeur tout le potentiel nautique de la Guadeloupe. Déjà, cette course, elle part de Pointe-à-Pitre, elle va longer toutes les côtes de Basse-Terre, elle va remonter au Sainte, elle va passer devant Marie-Galante, elle va partir vers la Désirade. Ça montre que nous avons un bassin nautique qui est extraordinaire et nous voulons le faire savoir. Nous voulons déjà attirer donc tous ces voileux qui sont autour de nous et qui peuvent venir profiter toute l'année de ce bassin nautique. Mais nous voulons aussi, avec le village de la croissance bleue que nous installons à cette occasion, montrer tout le potentiel d'emploi et d'activité économique autour de la mer, autour du littoral. La région aménage des plages, mais la région aussi accompagne les acteurs. Autour d'un bateau, vous avez de multiples emplois. Cette opportunité qui nous est donnée à travers ce défi atlantique va nous permettre de mettre en valeur la dimension économique avec la croisière qui est une activité, la dimension touristique, la dimension aussi universitaire parce que n'oubliez pas qu'à la Fouillole se déroulent des programmes de recherche sur la biologie marine, sur l'excellence environnementale, la dimension sociale aussi puisque Pôle emploi y prendra part pour faire du job dating pour que nos jeunes commencent à penser que la mer offre des opportunités d'emploi. Donc oui, autour de ce défi atlantique, c'est une magnifique opportunité qui est donnée à la ville. Là, il n'y a qu'une seule classe, hein, ce qu'on appelle la classe 40. Donc c'est des bateaux de 12 mètres 30 qui ont participé à 99% à la route du Rhum. Des participants, il y en a pas mal qui ont couru la route du Rhum. Ça leur permet de ramener leur bateau en équipage, parce que c'est une course en équipage, ou en double, ou à 3 ou à 4. Et donc il y a tous les skippers, principalement qui ont fait la route du Rhum, à part Johan Richaume, qui l'a gagné, ils sont là. Et donc on peut s'attendre à une belle bagarre sur l'eau, ils ont tous une revanche à prendre. C'est un peu spécial pour moi, parce que c'est ma première course en tant que skipper de ce bateau. Ma première course sous les couleurs d'Everial aussi. Alors, la deuxième avec la Caribbean 600 qui avait lieu à Antigua. Je découvre le classe 40 et ce bateau qui est flambant neuf. Donc l'idée c'est avant tout de bien comprendre le bateau, beaucoup travailler dessus. On est 4 à bord pour vraiment pouvoir beaucoup travailler. Voilà, c'est une transat de travail pour être le plus performant sur la suite de la saison et surtout la transat Jacques Vabre. Voilà un petit peu les objectifs, c'est aussi de ne pas l'abîmer, c'est un bateau tout neuf, un peu fragile. On va faire des optimisations en arrivant en France, donc pour que tout se passe bien dans les meilleurs délais, il ne faut pas le casser pendant cette transat. Voilà, c'est une toute petite route du Rhum, si on peut dire ça. Alors, on va revenir aux femmes. Oui. Puisque je me suis entouré de femmes aujourd'hui, comme toujours. Comme d'habitude. Oui, c'est pas de nouveauté. Alors, les femmes potomitan. Alors, je dis ça parce que j'ai fait un petit peu de recherche. Je savais déjà, les femmes potomitan sont un truc qui remonte de très longtemps. Tout à fait. L'époque de l'esclavage déjà, parce que les hommes étaient pratiquement écartés de la vie familiale et les femmes devaient toutes seules porter les enfants et assumer le ménage, enfin tout. Et ça a continué comme ça jusqu'à nos jours, puisque la femme potomitan, on en parle encore. Et aujourd'hui, par contre, il y a des femmes qui disent que potomitan, nous la savait ça.
Oui, parce que ça a deux tranchants, en fait, deux aspects. On va pouvoir les aborder ensemble. Donc déjà, merci d'être là, mesdames. Je vais vous représenter parce que je pense que c'est important de le faire. Donc Nathalie, qui est donc ancien médecin militaire qu'on a déjà reçu sur le plateau, coach écoféministe, auteur d'un livre « Devenir sa propre médecine », éditrice, ou je ne sais pas comment on dit, éditrice de podcast, on dit ça? C'est éditrice? Créatrice de podcast. Créatrice de podcast qui s'appelle Danser avec le chaos. Voilà, qui a fait récemment un One Woman Show qui a eu beaucoup de succès avec une deuxième date. Et Livia, donc, qui est coach en sexualité et en résolution de trauma, aussi autrice de 3 livres et éditrice d'un podcast aussi autour de la sexualité sacrée. C'est ça. Je peux lui poser une petite question? Oui, bien sûr. Non. C'est quoi une coach en sexualité? C'est quoi exactement son job? En fait, ça dépend. Il y a plusieurs spécificités. Mais par exemple, moi, j'accompagne essentiellement des femmes qui veulent se sentir plus à l'aise, épanouies, en joie dans leur sexualité. Et dans mon cas, souvent, elles ont eu des traumas. Uniquement les femmes, pas les hommes. Personnellement, les femmes. Mais après, il y a des coachs en sexualité qui s'occupent des hommes, des couples, des femmes et des hommes. C'est assez vaste, en fait. Je travaille avec quelques hommes, mais c'est essentiellement des femmes dans mon cas, mais ça pourrait être des hommes aussi. Bien, c'était pour bien cadrer le job. La parenthèse. On va revenir parce que c'est vrai que l'aspect du corps, je trouve, est important à prendre en compte parce qu'on n'est pas qu'un esprit, aucune âme, on est un corps, et d'être un peu dans une harmonie ou en tout cas dans un alignement de ces 3 entités, pour moi c'est important d'en parler. Et c'est aussi pour ça que Livia est là. Tout à fait. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce qu'on c'est une femme potomitan? C'est vrai que Danica en a parlé. C'est un mot qui vient du créole haïtien. Oui, voilà, qui d'abord identifiait le centre, la colonne vertébrale du temple sacré où il y avait une communication qui se faisait avec tout ce qui est invisible, imperceptible. Et la femme était initiée à des pratiques religieuses en lien avec le vaudou pour communiquer avec les esprits, très clairement. Enfin, voilà, avoir tout cet aspect sacré et divin. Voilà. Donc, c'est resté et maintenant, on l'associe à quelque chose de pilier du foyer, la personne centrale sans qui rien ne se passe en fait, qui est un peu décisionnaire de tout ce qui se passe, à la fois les activités quotidiennes, les grandes décisions de vie, etc. Donc c'est quelque chose qui est, comme tu l'as dit, lié à notre histoire. Et dans un premier temps, ce serait intéressant de se poser la question, peut-être Nathalie, de comment était la femme perçue avant l'abolition de l'esclavage, peut-être je sais que vous n'êtes pas historienne, mais peut-être avoir un regard sur l'avant. Et qu'est-ce qui a changé avec l'esclavage? Oui, alors c'est vrai que je ne suis pas historienne, mais je m'intéresse énormément à notre histoire de l'humanité parce que clairement, ça a un impact sur notre santé, sur notre manière de nous relier à notre corps, sur les traumas qu'on porte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment est-ce que des schémas qui datent de plusieurs millénaires sont encore ancrés en nous aujourd'hui. Il y a même des études scientifiques qui montrent en fait que dans notre ADN, si on le mesurait, on pourrait avoir des signes de trauma de nos arrière-grands-parents. Ouais, pour dire à quel point c'est hyper présent en nous. Et moi, je m'en rends compte avec les femmes que j'accompagne ici en Guadeloupe et en Martinique aussi d'ailleurs. Ce concept de femme potomitan, moi, je l'ai découvert en arrivant en Guadeloupe il y a 6 ans maintenant. Et on va dire que de manière très synthétique, avant l'esclavage, en tout cas dans les peuples, notamment d'Afrique ou même d'Asie, moi je suis d'Inde et c'était pareil, la femme est au centre, en effet, de la famille. On parle de société matrilinéaire. Et puis ce qui s'est passé avec l'esclavage, donc avec la colonie, il y a un système qui est créé avec l'homme blanc où on veut complètement déshumaniser les hommes et les femmes noirs. Les hommes noirs n'ont même plus leur place, en fait, dans le foyer. Et les femmes sont reproductrices de futurs esclaves. Point. Ce qui fait qu'il y a eu un moment donné où les hommes se sont complètement vus écartés, voire même ils ont vécu des traumas en fait, de ne pas pouvoir assumer, prendre soin de leurs enfants dans un modèle, et les femmes ont dû tout faire. Et ça, finalement, c'est l'origine de cette appellation de femme potomitan, et aujourd'hui on le retrouve encore dans les sociétés aux Antilles et en Guyane, les femmes qui ont à charge tout, de A à Z,
de la famille, des enfants, du travail, c'est elle qui amène l'argent, c'est elle qui décide de tout en fait. Et évidemment, c'est hyper positif, ça veut dire qu'une femme est capable de tout faire, mais la limite, et là je le vois chez les femmes que j'accompagne, c'est un burn-out en fait. On ne peut pas, en tant qu'être humain, prendre soin de soi et d'une famille et j'ai envie de dire d'une communauté sans être épaulé. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce sujet de comment on va déconstruire ça. Et moi j'ai envie d'aller plus loin, comment est-ce qu'on décolonialise ça, puisque Exactement. ça vient de cette colonialité. C'est vrai que pour rebondir là-dessus, on parle aussi du mythe du viol fondateur. C'est Frantz Fanon qui en parlait, qui a un peu construit en fait la société comme elle est actuellement. Et le fait que les hommes soient voulages est lié aussi à tout ça parce que le mariage n'était pas autorisé entre esclaves. Et du coup, ça a créé un trauma. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Oui, et ce que dit Nathalie est très très vrai. C'est-à-dire que les traumas sont transmis par le corps et souvent de génération en génération. C'est transmis par l'ADN, mais aussi de façon inconsciente. On va transmettre de mère en fille, de père en fils, des petits comportements, des façons d'être, des choses, voilà, des petites choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui vont s'ancrer dans le corps. Donc, moi, ce que je vois avec ce sujet de la femme potomitan qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il y a eu un moment où peut-être, en fait, elles n'avaient pas le choix. Il fallait bien que quelqu'un s'occupe des choses, tienne la maison, s'occupe des enfants. Et d'un point de vue plaisir, il n'y a aucune place au fait d'avoir du plaisir, aucune place au fait d'avoir ses propres besoins remplis. Parce que quand on parle de ce thème aujourd'hui, il y a vraiment la notion de je fais tout, je porte tout, j'ai une certaine autorité aussi, donc c'est bien, c'est moi qui prends les décisions, mais et moi alors? Qui prend soin de moi, qui s'occupe de moi, qui remplit mes besoins? Et comme tu disais, c'était vraiment bien de faire ce récap. Quelque part, moi, ce que j'observe, c'est que encore aujourd'hui, c'est comme si les hommes étaient un peu mis de côté. Et du coup, on n'a pas vraiment un équilibre des forces. On n'a pas vraiment un équilibre de, ok, moi, je fais ça, mais j'ai aussi des besoins, donc j'ai besoin que ces besoins soient remplis. Et donc, on va mettre les hommes de côté sur certaines choses. Peut-être que, par exemple, moi, je vais prendre la charge de m'occuper des enfants et de la maison. Et du coup, lui, il va faire autre chose. Mais peut-être qu'en fait, j'ai besoin d'aide pour les enfants et la maison. Mais comme c'est tellement séparé, comme c'est tellement cloisonné, on n'a pas cet équilibre qui aurait pu avoir lieu. Et je trouve que, même si c'est bien... et je le vois, ma mère, elle est clairement comme ça, beaucoup de femmes dans ma famille comme ça. Même si c'est bien d'avoir cette place où tu es autoritaire, où tu prends les décisions, où tu mènes ta famille, parfois tu as juste envie de je sais pas, te reposer, t'amuser, prendre du plaisir et pas juste être là à tout tenir tout le temps. Et voilà, et je pense que ça vient du fait... Il y a clairement du trauma qui empêche aujourd'hui les femmes antillaises à prendre du plaisir. Ça, c'est sûr à 100%. Mais j'ai envie de poser quand même une question, une à Livia et puis une à Nathalie. Est-ce que ce trauma atteint seulement les femmes ou les femmes et les hommes? Ça atteint les deux, mais pas de la même façon. Ça ne va pas s'exprimer de la même façon. Par exemple, chez une femme, on va voir que se dire « je vais prendre... 1 heure pour moi et rien faire, c'est très difficile parfois. Parce que tu vas te dire, mais non, je ne peux pas, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et pour les hommes, il va y avoir parfois un sentiment d'impuissance. Alors, ce qui est difficile pour les hommes, mais ça c'est dans toutes les sociétés qu'on voit aujourd'hui, mais il y a énormément d'incitation à la performance. Il faut toujours performer, il faut toujours être fort, il faut toujours tout faire pour être bien, être solide. Et donc, on a des hommes qui ont du mal à être avec leurs émotions, qui ont du mal à être vulnérables, qui ont du mal à communiquer, qui ont du mal à entendre les besoins de quelqu'un d'autre, qui ont du mal à entendre non. Et ça, c'est aussi parce que ça n'a pas été appris. On n'a pas grandi... Enfin, quand je dis je parle généralement, on n'a pas grandi avec une intelligence émotionnelle qui nous permet d'être dans des relations tout le temps. On est en train de l'apprendre maintenant. Et donc ça aussi, je pense que ça vient à s'hériter. Quand on n'a pas eu l'exemple, on est obligé d'apprendre par nous-mêmes. C'est vrai que... C'est ça, on n'a pas de modèle. C'est ça. En fait, maintenant, on sera les modèles pour nos enfants. Je pense que c'est ça. Et ce dont tu parles, c'est vrai que c'est souvent l'équilibre entre sa part yang et yin, de pouvoir accepter, s'autoriser à recevoir ses émotions, à les vivre, etc. Et pouvoir être après dans l'action, ne pas être que dans l'action. Et souvent, les femmes potomitan, elles étaient obligées d'être surtout là-dessus. En s'oubliant complètement. Donc, c'est vrai que peut-être tu voulais parler d'une deuxième question. Oui, non, je vais lui poser une question. Est-ce que les féministes, puisque Iman disait que tu étais féministe, s'opposent aux femmes potomitans et aux hommes?
Pas du tout. En tout cas, dans ma définition du féminisme, les hommes aussi. Mais tu fais bien de poser la question. Moi, je trouve que c'est toujours hyper intéressant parce qu'on peut avoir cette croyance que les féministes sont contre les hommes, contre les femmes potomitans, et pas du tout. Pour moi, j'ai choisi cette définition parce que pour moi, être féministe, c'est que les femmes et les hommes aient les mêmes opportunités, la même visibilité et qu'on voit qu'on est différents. Et qu'on accepte qu'on a un corps différent, une physiologie différente, et comment on fait pour être ensemble. Et je connais des hommes qui sont féministes. Heureusement qu'il y en a un, parce que sinon on s'en sortirait plus. Et après, il y a eu différentes vagues de féminisme depuis ces 100 dernières années. Et on va dire que les premières féministes, c'est vrai qu'elles avaient une tendance très guerrière et presque contre les hommes. Mais je pense qu'il y avait besoin de ça pour qu'on pose des choses et qu'on revienne sur les bases en termes de droits, tout simplement. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps, par exemple, au Canada, que jusque dans les années 60, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire séparé. Ouais, c'est la même chose en France. C'est fou, quoi. C'était dans les années 60-70, quelque chose comme ça. Et donc là, je pense qu'il y avait besoin d'avoir vraiment une sacrée énergie yang pour dire, attendez, là, il faut revoir le système. Mais au fur et à mesure du temps, il y a eu différentes vagues de féminisme. Et là, on est plus, en tout cas, moi, celle qui me parle, cette vague, c'est, on est dans une forme d'écoféminisme. C'est-à-dire, comment je respecte la terre, la nature, et comment je respecte aussi les femmes, quel que soit mon genre. C'est vrai, du coup, ma question, tu as un petit peu répondu sur la perception maintenant de cet aspect potomitan, comment il a évolué dans le temps, parce que c'est vrai que ça a des valeurs qui sont associées, qui sont positives, je veux dire, courage, persévérance, résilience, etc. Maintenant, comment les femmes, enfin celles que tu suis en tout cas, comment elles perçoivent, est-ce que c'est forcément quelque chose de lourd, avec cette charge mentale qui est peut-être invalidante au quotidien, ou bien est-ce que c'est autre chose en lien avec les traditions, perpétuer quelque chose, enfin je ne sais pas. Quelle serait pour toi la réponse? Oui, alors en fait, moi ce qui me passionne, c'est surtout dans des espaces, dans des cercles, qu'on peut avoir des espaces bienveillants et sécures où les femmes se déposent et elles enlèvent leur armure de femmes potomitan pour partager leur vulnérabilité. Là, c'est super beau, c'est très puissant en fait. Paradoxalement, je trouve que quand on est fragile, parfois on a une puissance. Et c'est grâce à elle que j'apprends au fur et à mesure et que moi, comme j'ai une grille de lecture de l'Ayurveda, cette médecine ancestrale qui vient d'Inde, pour moi, la femme potomitan, c'est la femme feu. Elle a vraiment cette capacité à puiser son énergie et à voir où est-ce qu'elle veut aller, à entraîner une équipe, toute une famille. Et en fait, c'est une vraie qualité. Mais en Ayurveda, quand il y a trop de feu, eh ben, ça brûle. Et donc, elle ne va pas faire exploser sa maison, mais elle va brûler de l'intérieur. Et c'est là où, pour moi, toutes les maladies qui se terminent en IT, les inflammations chroniques, les troubles digestifs, l'endométriose. C'est pas anodin que c'est dans les Antilles que la fréquence d'endométriose est la plus importante chez les femmes par rapport à la métropole. Pour moi, c'est une empreinte de mémoire transgénérationnelle, en fait. Les femmes qui portent comme ça, de génération en génération, un utérus qui a été traumatisé. Et donc, ce qu'on essaye de faire, quand les femmes ont touché ça et que ça leur parle, c'est « Ok, j'ai mon feu qui marche trop. Comment est-ce que je vais me connecter à mes autres éléments, mes autres ressources pour qu'ils prennent soin de mon feu ?» Et on a la terre, l'eau. Et ça, c'est par notre corps, justement. Donc, c'est là où je pense qu'il y a vraiment des ponts entre nos approches. Parce que moi aussi, je pense que la sexualité, se réapproprier son corps et notre capacité à être dans du plaisir, à créer du plaisir, ça va apaiser notre feu. Et pareil, on a aussi l'air, qui est notre capacité à penser et à bouger les choses, à innover, à essayer des nouveaux modèles, puisqu'on est en recherche de modèles, comme on n'en a pas aujourd'hui. Et puis enfin, l'élément espace, qui est le 5e élément, c'est celui qui est un peu plus subtil à saisir. Et là, c'est les pratiques de méditation, de contemplation, qui nous permettent de ralentir, en fait. Et de laisser un terrain pour que nos éléments puissent se rééquilibrer. Donc c'est un peu comment est-ce qu'on aborde... Tout à fait. Donc, utiliser les élémentaux, en fait, à notre service, c'est pour pouvoir se reconnecter sur les différentes sphères, comme tu l'as dit, terre, eau, feu, pour que ça soit un peu plus harmonieux, en fait, et que l'un puisse venir nourrir l'autre, c'est ça. Et du coup, tu gardes finalement les qualités de la femme potomitan, mais sans les inconvénients, et tu crées de l'espace pour qu'éventuellement, un homme, si tu es en couple, il puisse trouver son espace aussi, parce que c'est ça qui est difficile chez les hommes. Ils sont en souffrance aussi, parce que même ceux qui ont envie,
de prendre leur place de père, d'homme, ils n'ont plus l'espace. Parce qu'énergétiquement, la femme a tellement eu l'habitude de tout gérer qu'elle ne peut plus laisser. C'est un signe de danger, en fait. Donc ça veut dire que même si l'homme voulait être potomitan, il ne peut pas l'être. Non, c'est mort pour lui. C'est plus possible pour lui. Non, je rigole. Il y a des hommes qui croient qu'ils sont potomitans, mais... Ah bon, ils croient et ils ne le sont pas. Je rigole. Quand même. Ça a évolué quand même, Livia. Non, en fait, je pense que là vers où on va et là où j'aimerais qu'on aille, c'est vraiment un équilibre des forces et que ce soit même plus forcément une question d'homme ou de femme, mais de personnalité. Parce que, par exemple, je vois que moi, je vais être quelqu'un qui... Je sais pas, je vais être quelqu'un qui tient mon entreprise, tu vois, je vais gérer beaucoup de choses comme ça, mais je ne suis pas forcément celle qui tient la maison. Mais c'est pas grave, parce que chaque personne, dans notre couple, chaque personne va prendre la part qui est naturelle pour lui ou pour elle, plutôt que de dire il y a des rôles figés parce que tu es un homme, parce que tu es une femme, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Je pense que si on prend la personnalité de la personne et on se dit qu'est-ce que toi tu fais déjà naturellement, qu'est-ce que toi tu fais déjà avec quoi tu es à l'aise et qui justement va pas te causer de burn-out, de fatigue, mais qui est quelque chose où tu es OK de t'impliquer. Je trouve que ça, c'est vers là que je pense que... Enfin, c'est là où j'aimerais qu'on aille. Mais pour rebondir sur ce que Nathalie disait, j'ai bien aimé ce que tu disais sur les éléments. Ça m'a fait penser à comment nous, on travaille sur les traumas. C'est que quand tu as, par exemple, cette tendance à beaucoup faire, à faire trop, dedans, il y a beaucoup de contrôle. Et il y a beaucoup d'urgence aussi. On n'a pas le temps de ralentir. On se dit, si je ralentis, tout va s'effondrer. Et l'urgence, c'est un trauma transgénérationnel, c'est-à-dire que je pense qu'on est descendant d'esclaves notamment, on a ce truc de je ne peux pas ralentir, sinon je vais potentiellement mourir. Et moi, je sais que je l'ai senti en moi, ce truc de si je ralentis, on va me rattraper. Enfin, ce n'est pas du tout rationnel, mais c'est existant. Et le fait de ralentir peut être lié à une très grande peur de mourir. Et donc, ce qu'on va faire, c'est rassurer le corps qui peut ralentir, qui peut s'ouvrir, qui peut aller dans ses émotions, que rien de grave ne va se passer. Je peux lâcher et ça ne va pas s'effondrer. Mais ce n'est pas forcément facile. Ça peut prendre beaucoup de temps de se dire que c'est bon, je peux prendre une pause et tout va bien se passer. Ou bien je peux laisser un peu de ma place et quelqu'un va m'aider. Ça aussi, c'est pas facile de se dire que si je suis pas là, quelqu'un peut m'aider. Et en fait, ça peut prendre du temps de se rassurer, de se dire j'ai pas à tout tenir. Si je lâche un peu, ça va pas s'effondrer. Mais c'est une peur qui est potentiellement très ancrée. Donc ça prend un peu de temps pour apaiser ça. Mais ça s'apaise, ça peut s'apaiser. De prendre le temps, la lenteur, d'accepter aussi que l'autre puisse aider. C'est ça, l'autre ou bien la communauté, la famille. Moi, je sais pas comment vous le sentez, mais moi, je sens que parfois, on a cette envie de tout faire tout seul. On se dit, il faut que j'y arrive tout seul. Si j'y arrive pas tout seul, c'est un échec. Qu'on soit un homme ou une femme, on se dit, je dois trouver la solution. Or, les humains sont pas faits pour faire les choses seuls. On est fait pour être interdépendants, pour être en communauté. On est fait pour être soutenus. Et ça aussi, c'est un peu le biais du colonialisme, parce que c'est du capitalisme, en fait. Ce côté où l'individualisme, on fait tout seul, ce n'est pas naturel chez les humains. C'est quelque chose qui nous a été... Enfin, c'est un conditionnement. Et donc, partir de ça, quitter ça et se dire, je peux avoir plusieurs ressources, je peux avoir plusieurs personnes qui m'aident, et je peux, du coup, prendre du temps pour moi, ça se construit. Mais je pense que ça bouge un peu. Et on parlait du fait qu'on a du trauma qui vient de nos ancêtres. Mais ce qui est beau, c'est que quand on soigne, nous, nos traumas, nos parents, nos grands-parents aussi, ils sont apaisés. Je le vois dans ma famille, plus nous, on va travailler sur nous, plus ça a un impact, en fait, pour les générations même avant nous et bien sûr après nous. Donc voilà, j'ai de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir, sinon on ne serait pas là en train d'en parler, je pense. Moi, je demande au coach, tous les trois vous êtes coach, comment vous accompagnez des femmes qui sont encore dans la posture potomitan? Comment vous aidez à évoluer progressivement vers une sortie de ce concept, parce qu'en fait, le thème du débat, c'est faut-il déconstruire ce concept? Alors, comment les coachs arrivent à déconstruire progressivement chez les femmes potomitan ce concept? Je vais bien répondre, mais je suis sûre qu'on a déjà un peu abordé. Oui, et puis surtout, nos méthodes, elles se rencontrent, elles se croisent, et moi, c'est vrai que ça passe par le corps, puisque le corps garde toutes ses mémoires, et en petits groupes. Le fait d'être plusieurs, ça nous aide
c'est des traumas collectifs qu'on a vécus et donc de créer des espaces de guérison collective. C'est l'effet vraiment, c'est démultiplier, décupler et donc dans des cercles en fait. Moi je propose des ateliers où on se connecte au corps à travers de la danse. On se reconnecte aussi à cet espace qui a été vraiment traumatisé, violé, qui est le ventre de la femme, pour qu'elle puisse ressentir cette fameuse sécurité dont tu parlais, la sécurité intérieure, que même si on s'arrête, tout va bien se passer. On va le ressentir dans le corps plutôt que dans la tête. D'accord. Exactement. Passer par le corps, c'est exactement. Ça résonne complètement parce qu'on travaille pas forcément sur le même sujet, mais c'est une démarche similaire. Moi, mes clientes, elles viennent pour des soucis en lien avec la sexualité. Manque de désir, pas de plaisir, douleur, ce genre de choses. Et très souvent, ça va repasser par se réapproprier son corps comme étant mon corps, il m'appartient, il a le droit au plaisir. Rien que ça peut prendre un peu de temps. Et donc, du coup, on va s'éloigner du fait que je suis juste quelqu'un qui fait des choses pour les gens, je travaille, j'ai un mari, j'ai des enfants, et on va se rapprocher du fait que j'ai un corps, j'ai le droit d'avoir du plaisir dans mon corps m'appartient, et rien que ça peut prendre du temps. Et quand on va travailler sur les traumas, on travaille aussi beaucoup... par exemple, je vais sentir dans mon corps où est-ce que j'ai des tensions quand... j'ai envie de ralentir mais que je peux pas, quand je veux prendre du plaisir mais je peux pas, et je vais essayer de sentir dans mon corps où est la tension, où est le blocage, est-ce que je peux l'apaiser. Dans le cas du soin des traumas, c'est quelque chose d'assez lent, pour être honnête, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, mais plus je me sens en sécurité, comme on disait, de ralentir, de me dire ok, ça va, je peux prendre ce plaisir, je peux prendre du temps pour moi, plus je vais pouvoir le faire dans mon quotidien. Et puis souvent ce qui se passe, c'est que on va avoir des choses de notre quotidien qui nous déclenchent, qui vont nous créer des réactions, des réflexes. Et au fur et à mesure, on va apprendre à avoir des réactions différentes par rapport à ces choses-là. Et oui, et tout passe par le corps. Là, parce que tu peux comprendre des choses mentalement, mais tant que c'est pas intégré dans ton corps, tu vas toujours agir de la même façon. Ouais, c'est vrai. Moi, je constate aussi en danse, je fais de la danse orientale, comme tout le monde sait. J'allais y venir. Donc, voilà, je suis directement connectée à cette zone qui peut poser problème en termes de sexualité, de rapport à sa sensualité, sa féminité. C'est vraiment le centre pour moi de tout, le bassin. Donc, les gens qui viennent, les femmes qui viennent, elles sont souvent en difficulté par rapport à ça, elles ne se sentent pas à l'aise. Il y a comme si le corps est à côté et en fait... Il y a un blocage. Oui, c'est au-delà du blocage, c'est-à-dire c'est dissocié en fait. Mon corps est complètement quelque chose, une entité différente de moi en fait. Donc c'est de pouvoir revenir et de le rassocier. Alors la danse, c'est un outil extraordinaire. Après, il y a d'autres pratiques... comme l'hypnose que je fais ou la méditation, etc. Et c'est bien de faire des ponts entre le corps, l'esprit et trouver des solutions pour débloquer en fait C'est ça. J'allais dire, comme tu dis, c'est exactement ça. C'est comme si on était des têtes qui flottent. Voilà. On n'a pas... T'es une tête et tu flottes et ton corps, on ne sait pas... Voilà, on sait pas trop ce qu'il fait, mais juste ramener les deux et se rappeler qu'on a un corps qui nous appartient, c'est déjà très puissant. Effectivement. Alors, avant de passer à la prochaine étape, la femme potomitan, elle contribue à l'émancipation et la reconnaissance des femmes antillaises, on prend une petite pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Et la fin. La suite est fin. Bon, nous sommes dans le débat sur la femme potomitan avec trois femmes. Iman qui a initié ce débat avec son invité Livia Kero et Nathalie Babouraj qui a un forfait ZCL. Et dans un instant, on va recevoir Emmanuel Bard qui est artiste. Mais avant, il y a une question qui se pose, Iman. Oh oui, vas-y. Alors la question, je vais la lire parce que c'est vraiment, ça vaut le déplacement, comme on dit. Que révèlent les manifestations du désir de la femme antillaise, Livia? Que révèlent les manifestations du désir de la femme antillaise? Vous avez 4 heures. C'est clair. 2 heures, allez. Ah, j'aurais tellement à dire. Mais vas-y, dis un peu quand même. Je pense que... Alors, je ne peux pas généraliser parce qu'encore une fois, ça dépend vraiment de chaque femme. Parce qu'on ne peut pas faire de la femme antillaise un groupe... voilà, ce n'est pas un groupe homogène, elles sont toutes différentes. Mais ce que je vois, c'est une envie que leur plaisir prenne plus de place, que leur plaisir ait plus d'importance, qu'on les écoute, qu'on les chouchoute, qu'on prenne du temps pour elles. Enfin, il y a vraiment... parce que j'ai une grosse partie de mes clientes qui sont antillaises et il y a vraiment un ras-le-bol
à être mises de côté, quoi, à ce que leur plaisir soit pas important, à ce que leur plaisir soit mis de côté. Donc, de l'homme égoïste, quoi, c'est ça. Ben, en fait, l'homme égoïste est non éduqué, pour être honnête, parce que c'est souvent, il n'y a pas d'éducation sexuelle, donc... Mais je dis quelque chose quand même. Dis-moi. Est-ce que l'éducation des hommes, c'est pas les femmes qui font cette éducation? Non, attends, tu crois qu'on n'a pas déjà assez travaillé Non, parce qu'en fait... Mais non, mais qui éduque nos enfants? Tout le monde. Ben, les deux, normalement. Les deux, mais finalement... Pour moi, l'éducation sexuelle, c'est une responsabilité personnelle. C'est-à-dire que si tu veux être un homme qui fait plaisir à une femme, tu dois apprendre, toi, comment faire plaisir à une femme. Et si tu es une femme qui veut prendre du plaisir et donner du plaisir, tu dois aussi, toi, décider d'apprendre. Mais nous, on ne peut pas tout le temps apprendre aux hommes comme souvent en fait le truc qu'on voit souvent c'est il y a des femmes, surtout les jeunes femmes, vont attendre que les hommes leur enseignent la sexualité, sauf que très honnêtement ils en savent pas grand chose. Je suis désolée messieurs, mais statistiquement voilà, et donc ça va être une sexualité qui est très masculine, avec de la pénétration, des choses qui font pas forcément plaisir aux femmes. Et là, ce que je dirais que les femmes antillaises veulent, c'est que leur plaisir soit pris en compte, que leur place soit pris en compte, qu'on prenne soin d'elles. Je suis à peu près sûre que la plupart adoreraient aussi l'exclusivité. Je le dis. C'est notre problème, on a abordé ça. C'est notre problème, mais je passe le message, parce que moi, c'est tellement commun. Et non, mais tu m'as demandé, je dis, les désirs de la femme antillaise sont multiples. Et mais je pense que juste prendre en considération... C'est pareil pour les hommes, ils aiment bien l'exclusivité aussi. Oui, mais ils l'ont plus souvent. Hein. Tu penses pas? J'ai pas les statistiques. Alors, deuxième partie. Et du coup, alors, l'écriture... Est-ce que le fait d'écrire un peu, ça permet de libérer et la parole et cet aspect en fait de... Je pense oui, parce que moi personnellement j'écris depuis longtemps et avant de devenir coach en sexualité et avant d'admettre que la sexualité c'était un sujet qui m'intéressait, j'écrivais sur la sexualité en cachette. Et je le disais à personne. Oui, c'est vrai. C'était tabou. C'était complètement tabou et c'était tellement tabou que je réalisais même pas que c'était un secret. Ça m'a mis du temps. Il y a une amie qui m'a fait, mais il n'y a pas un truc que tu... Parce qu'on parlait d'une nouvelle direction que je voulais prendre. Elle me fait, mais il n'y a pas un truc que tu fais que personne ne sait. Je me dis, je sais pas. Elle fait, tu sais que j'écris des histoires érotiques. Elle me dit, t'es sérieuse? Et en fait, je l'ai fait en secret pendant des années et personne ne savait. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était tabou pour moi, mais qu'en même temps, j'avais des choses à dire. Et donc, on va avoir des femmes qui expriment, mais qui osent à peine mettre les mots sur papier. Mais quand tu les mets sur papier, tu commences déjà à être un peu plus proche de ton désir, un peu plus proche de ce que tu as envie. Donc oui, ça peut complètement aider. C'est pas encore publié, tout ça? Si, j'ai plusieurs livres qui sont publiés. Mais il faudrait qu'on en parle. Il faut me réinviter. Il n'y a pas de problème. Bon, alors, dernière question, puisqu'on va devoir se quitter pour au moins pour ce premier débat. Est-ce que finalement, à la place du potomitin, qu'est-ce qu'on peut mettre? Parce qu'on déconstruit, on détricote, on met autre chose. Qu'est-ce qu'on met à la place? Je sais pas, on disait la collaboration, l'écoute des besoins de chacun, l'écoute des limites de chacun, la co-création. Les femmes et les hommes multifacettes. Voilà, le fait qu'on n'ait pas tous un rôle qui soit déterminé, mais que chaque personne puisse déterminer ce dont elle a besoin, ce à quoi elle peut contribuer, quelles sont ses limites. Parce que j'ai remarqué que quand on est potomitan, on a beaucoup de mal à dire non, on a beaucoup de mal à faire respecter ses limites. Non, je disais peut-être la femme écologique pour elle-même. C'est ça. Voilà. Écologique pour elle-même. Oui, parce que si c'est écologique pour toi, du coup c'est bien pour toi, c'est bien pour ton environnement en fait. Donc, c'est clair. Il faut, dernière chose, il faut que les femmes potomitantes changent un petit peu l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants. Oui. Mais parce qu'il y a encore des femmes potomitans. Il ne faut pas croire qu'on a fini l'émission, il n'y aura plus. Mais après, pour qu'elles puissent changer l'éducation de leurs enfants, il faut qu'elles-mêmes puissent se sentir à l'aise de changer. D'où le Parce rôle que tu des peux coachs. tu peux transmettre que ce que tu peux vivre toi-même. Exactement. Merci pour ce deuxième débat. Jamais deux. 103. Alors, 103, on t'attendra. On revient rapidement à l'actualité. Mais on allons à vélo, sorti en vélo électrique avec l'association Tony Club. Et on reçoit dans un instant notre dernière invitée, qui est une artiste, je l'ai dit. Et elle s'appelle Emmanuelle Barthes. Elle est déjà là, tout de suite. Ce défi atlantique, déjà, c'est bien pour montrer tout le potentiel qu'a la Guadeloupe en matière d'économie bleue, de croissance bleue. C'est l'unique course transatlantique au départ du nez de la Caraïbe. Mais je veux dire que ce n'est pas qu'une course. C'est bien mettre en valeur tout le potentiel
La mairie de Morne-à-l'Eau a décidé de mener cette action afin de confirmer son engagement vis-à-vis des mobilités durables et vis-à-vis de sa politique qu'elle mène depuis un bon moment sur l'humain, sur la mise en place de services et de moyens pour la population de se déplacer le plus facilement possible avec une aisance et tout en ayant un volet environnemental et une responsabilité environnementale. On a fait une manifestation pour valoriser les vélos électriques qui sont à Vieux-Beau, Morne-à-l'Eau, pour que les gens puissent connaître qu'il y a ça à Vieux-Beau et à Morne-à-l'Eau. Alors on va faire une balade en partant du port de pêche, arriver à Babin et retour port de pêche. Et il y a une collation à la base nautique. Je suis là-dedans depuis des années et comme pour faire avancer un peu Vieux-Beau, voir si on sort les gens de leur solitude, de leur isolement, de venir ensemble faire des choses. Il y a 12 vélos pour 3 stations. Donc les stations sont situées sous la plage Archimède, au bout de Morne-à-l'Eau, au cimetière, au bout de Morne-à-l'Eau, devant le cimetière, au bout de Morne-à-l'Eau et au port de Vieux-Beau. Donc ces 3 stations en général, il y a 4 vélos par station afin de permettre aux gens de pouvoir louer en toute aisance et pouvoir se déplacer sur le territoire. Et il y a 6 bornes de libre 6 bornes par station. Donc une personne qui loue à Vieux-Beau pourra facilement trouver une place pour garer son vélo au cimetière ou à la plage Archimède. Pour l'instant, on s'est fait découvrir à Vieux-Beau. On va à Babin, les gens vont connaître Babin. Il y a un circuit à peu près à 3 km à peu près. Ça plaît puisque bon, il n'y a pas grand-chose sur Vieux-Bourg. Donc on essaie de mettre une dynamique un peu sur ce village. Comme c'est le premier, alors on attend pour voir la réaction de la population et ensuite on verra si c'est possible de renouveler. Ok, tu m'en envoies après. Voilà, il est exactement 13h et... voilà. 13h47, je vous l'ai dit, on va recevoir Madame Emmanuelle Barthes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste, on est content de vous recevoir. Merci. Vous avez quelque chose en cours, une expo à venir? Alors oui, c'est ça. Ce mercredi, j'ai en fait une projection expo. Oui. C'est-à-dire je fais un mariage entre la poésie et la photographie. Vous êtes plus photographe ou bien plus... Alors, je suis à l'origine poétesse. Au départ, vous étiez poétesse, Voilà, c'est bien ce que je disais. Oui. Et depuis un an, on va dire, je suis photographe débutante junior. Voilà, junior Oui. Oui, quand même. Voilà. Oui. Et qu'est-ce que vous aimez shooter? Alors là, j'avoue que c'est en fonction de l'inspiration du moment. Oui. Là, pendant un an, c'était essentiellement les éléments de la nature. La nature nous réserve tellement de surprises, on ne peut même pas imaginer ce qu'il y a. Et donc voilà, j'étais essentiellement centrée là-dessus. Et aussi sur les situations de la Guadeloupe, les situations de vie, les hommes, les femmes de Guadeloupe. Et ça a changé depuis? Je vous ai dit, c'était il y a un an. Ça veut dire combien de temps vous avez évolué vers autre chose? C'est-à-dire que j'étais essentiellement inspirée par les éléments de la nature qui dévoilent tellement de secrets. Oui. Et que de métaphores aussi, parce que je joue beaucoup sur la métaphore. Oui. Et... Alors, quand on est poétesse, alors comment vous alliez la poésie et la photo? Alors, comment vous alliez poésie et photo? Alors, ça a été assez particulier, parce que j'ai commencé déjà par me balader dans toute la Guadeloupe, de Grande Terre à Basse Terre. Et voilà, je me suis laissée inspirer par ce que mon regard voyait. Oui. Et à partir de là, j'ai fait les photos. Et à partir des photos, j'ai créé des textes poétiques. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que j'arrive à marier les deux. Et c'est surtout pour mettre en avant je déclame des textes, mais sur des faits de société. Des sujets de société, comme la spiritualité, la sexualité, le lien de l'homme avec son environnement. Je peux faire déclamer quelque chose, ça? Comment? Un petit extrait de déclamation, ce serait bien. J'ai pas prévu. Ah, vous n'avez pas prévu? Vous ne connaissez pas vos textes? J'ai pas prévu. Mais regardez par exemple l'image qui paraît sur l'écran. Oui. C'est une image que j'ai appelée, c'est une photo que j'ai appelée Loch Ness.
Loch Ness. Et en fait, l'histoire que je vais déclamer mercredi, parce qu'il s'agit bien d'une histoire autobiographique, en fait, le Loch Ness, ce sont les monstres qui hantent mes nuits et qui me happent dans le sous-sol des marécages. Donc à partir tout simplement de cette image, on se demande mais qu'est-ce que c'est? Donc l'idée n'est pas de se demander qu'est-ce que c'est. C'est vrai que les arbres pourris là, on a l'impression que ce sont deux monstres. Ben, c'est exactement ça. Oui. Donc l'idée mercredi, en fait pas seulement mercredi, mais ma démarche artistique, c'est surtout pour que les personnes puissent, le public puisse dépasser le premier niveau de regard et puisse libérer son imaginaire. Aller au-delà. Voilà, libérer son imaginaire. Donc c'est ce que je vais présenter mercredi. Combien de photos vous avez prévues Alors c'est une projection. Dans un premier temps, c'est une projection qui me permet de déclamer une histoire. La projection va durer 45 minutes. Et au-delà de cette projection, il y aura un échange avec le public. Et j'expose quelques-unes de mes photos ce soir-là. Et vous continuez à photographier et à poétiser aussi? Absolument, absolument. Oui. Surtout qu'en ce moment, c'est le mois du temps des poètes. Oui, c'est vrai. Et depuis le mois dernier, il y a pas mal de manifestations autour de la poésie. Et la poésie a vraiment... Il y a des poètes, il y a des talents en Guadeloupe et qui méritent d'être mieux connus. Alors ça veut dire que... si vous avez un ouvrage à publier, il y aura à la fois texte et image. Alors, il y a deux choses. Il y a un recueil de poèmes, qui est en préparation. Oui. Mais il y a le livre photo qui sera issu justement de cette collection Horizon du possible, qui aura un livre photo qui sera sorti. Et aussi, ce que je ne dis pas, ou ce que je vais dire, c'est que une partie de la vente de mes œuvres sera dédiée à la création d'une fondation pour mettre en avant, pour soutenir les projets justement des jeunes artistes qui ne savent pas trop comment s'orienter. Parfois, il y en a beaucoup qui se démotivent parce qu'ils ne savent pas à quelle porte frapper ou qu'ils n'ont pas de financement. Donc voilà, une partie des œuvres sera dédiée à cette fondation. Alors, vous m'avez dit que vous photographiez beaucoup la nature et l'humain. Non, c'est ce que je vous dis. Dans un premier temps, ça a été une balade autour de la nature, des éléments de la nature, mais aussi des situations de la vie. Oui. Parce que il y a la nature, mais il y a les hommes, il y a les êtres humains, et je photographie aussi des situations de vie. Pas de portrait. Oui, pas de portrait, je ne suis pas portraitrice. Oui. C'est vraiment pour mettre en avant, pour faire ressortir un élément de l'humain. Ça peut être le regard, ça peut être les pieds. Les pieds sont parlants. Oui, mais alors qu'est-ce qui vous a branché sur la photographie? Puisque entre la poésie où on écrit avec des mots, quelquefois en solitaire, la photo, il faut un appareil, il faut... comment vous êtes passé de l'un à l'autre? Alors il se trouve qu'en 2013, j'étais agent artistique du photographe Élie Babel. D'accord. Et en tant qu'agent artistique, justement, quand je l'accompagnais dans son développement, c'est là où j'ai découvert le monde de l'image, c'est là où j'ai découvert aussi le regard et un peu la technique photographique. Et c'est ce qui m'a donné envie, dès que j'ai eu mon premier appareil, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la photo et de faire un mariage, en fait, entre les mots et les images. Et pas encore de film, pour l'instant. C'est pas prévu. Oui, c'est pas prévu du tout. Mais vous savez, on passe rapidement de la photo fixe à l'image à photo animée. Hein. Oui, mais c'est autre chose. C'est plus complexe. C'est une autre démarche. Oui, c'est exactement. C'est plus complexe et c'est un métier qui nécessite plusieurs métiers. Oui. Tandis que la photo, je pars comme ça à l'aventure avec mon appareil, je m'oublie même parfois, c'est ma batterie qui me fait dire « Oh là, c'est plus possible, c'est fini ». Donc voilà, je peux partir en solitaire avec mon appareil, avec ma plume et mon papier, et ça le fait. Et donc mercredi 18h30. C'est ça, au centre Gérard Loquel de Bémao. Et j'invite vraiment chacun à venir parce qu'au-delà, donc il y a l'écrit, il y a le texte, il y a les images, mais il y a aussi le discours, le propos. C'est une histoire totalement autobiographique que je propose au public. En quelque sorte, je me mets à nu. Pour voir un peu, en ce moment, à cette période où il y a beaucoup de gens qui sont stressés, qui sont tendus par rapport à la situation, on va dire, entre guillemets, la situation Covid, ça stresse pas mal de gens.
Et en dehors de ça, il y a des gens qui vivent dans la difficulté. Et c'est un peu un parcours pour parler de mon expérience, comment passer de l'état, en gros, de tristesse ou de déprime et arriver à se remettre debout et à rester à la verticale. Trouver la ressource pour garder le sourire et garder ses rêves en tête. Voilà, concrétiser ses rêves. Madame Barthes, merci. Horizon du possible, mercredi à partir de 18h30, Centre Gérant Local. C'est ça. Et on viendra voir ça et merci. voir vos photos. Merci beaucoup. Voilà, on va pratiquement terminer avec un dernier sujet, c'est la foire du BIC. C'était ce week-end, dernier sujet, et on va terminer là-dessus. Alors, il faut savoir que BIC-là, ça, son lieu où tous les suspendus viennent, parce que c'est là où ils ont vie par rapport à ça que le gouvernement, bien sûr, choisit de faire par rapport à l'obligation vaccinale là, qui a été mise en place là. Donc, nous décidons de camper nous ici, de faire BIC-là ici, et mettre en vie en les BIC-là ça. Donc, chaque semaine, chaque vendredi, nous avons la cour santé, nous avons des groupes qui viennent pour garder un petit peu de vie en les BIC-là. Donc, là, justement, jeudi dimanche, nous avons l'habitude de faire brocante, mais jeudi dimanche, nous avons une association, ou amphithéria, qui vient avec nous, qui vient porter linge pour changer gratuitement. Les gens qui veulent prendre, les gens qui paniquent, qui prennent gratuitement et qui changent. Donc, c'est ça, là, une belle animation, ça a commencé. Donc, il y a un bel engouement et les gens qui viennent de plus en plus pour la journée là. Alors, c'est une gratiféria qui veut dire foire gratuite où on organise un marché où les gens viennent donner des choses, des objets qu'ils ont dans leur maison. Ça peut être des vêtements, des jouets, des jeux, des plantes, des légumes, etc. qu'on a dans la maison, qu'on n'utilise pas et on peut donner aux autres gratuitement. Oh oui, c'est très important. On les suit depuis le début. Donc, on a fait pour les soignants qui étaient proches de nous, sur la région du Moule. Et là, on poursuit avec les soignants du BIC du CHU. Mais c'est vraiment important parce que c'est un esprit solidaire. Et ça me tient à cœur particulièrement parce que je n'aime pas, on va dire, tout ce qui est injuste. Et je suis dans la thématique d'aider tout le monde. On a trouvé des camaniocs que j'avais emmenés du jardin partagé, on a emmené des citerres, on a emmené des vêtements, les enfants ont trouvé des jeux, des vêtements bien sûr, des livres, mais moi j'ai pris des livres. Il y avait un petit peu de tout. Nous toujours Hunter Guadeloupe, donc on continue à donner à son prochain, à son voisin, sa famille, ses amis, qu'on garde cet esprit de partage et de recyclage aussi. Bien, c'était donc une exposition, enfin non, même pas une exposition, une véritable graffiteria, c'est-à-dire qu'on venait donner la force à tous ces gens qui sont suspendus depuis plus de 18 mois et qui en ont besoin. Et on remercie donc tous les Guadeloupéens qui ont fait le geste et ils étaient très nombreux pour cela. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle qu'en début du 7e, on a reçu Mme Marie-Lise Virapin. Mme Virapin est chef de la mission jeunesse au conseil départemental. Elle a parlé de la MIGE, cette structure qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans de pouvoir sortir un petit peu de l'isolement et de trouver un véritable espace pour la jeunesse. Elle nous a présenté tous les dispositifs qui sont liés à la MIGE. Ensuite, nous avons eu ce débat sur la femme potomitan. Faut-il déconstruire ce concept? C'était avec Iman et qui a invité Livia Kérou et Nathalie Baboulal. On a discuté de ça. Et puis on vient de recevoir Mme Emmanuelle Barthes, qui est artiste, photographe et poétesse et qui nous donne rendez-vous mercredi prochain à la salle Gérant Local à Bémaro pour son exposition. Sinon, l'actualité, c'était la conférence de presse aujourd'hui, bien sûr, de la conférence de presse du défi atlantique, on en a parlé. Nous sommes allés aussi à la journée porte ouverte des métiers de l'aérien, c'était le week-end dernier à Charles-Coueffin. Nous sommes allés faire un petit tour à vélo à Morne-à-l'Eau et on vient de terminer avec le BIC, la foire qui s'est tenue au BIC ce week-end. Je vous donne rendez-vous demain aux mêmes horaires, 12h30 et pour 14h. La réalisation était assurée par notre ami Yann. Merci de votre attention et à demain à la même heure.